Et bonjour les bipèdes, bienvenue dans ce nouveau numéro de CGY, je suis donc le Doc toujours, et cette fois-ci je suis accompagné de mon camarade Bibi. Salut Bibi. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, très bien. Petite émission à deux. Oui. Voilà, mais pas qu'à deux. Et non. Eh ben non. Pas qu'à deux. Jamais. Puisqu'on a bien Jamais évidemment des invités et des invités de prestige, puisque aujourd'hui on vous emmène au musée. Oui. Eh ben voilà. Mais quel musée? Mais le musée, les arts ludiques, figure-toi. Mais avant ça, n'oubliez pas, voilà, petite parenthèse patriotique, voilà, pour si vous voulez nous soutenir, bien évidemment, on a le Patreon, CGY podcast ou CGY, je crois. Vous allez sur la page Patreon, vous regardez CGY et puis ça devrait être relativement simple. Trouver, ouais, je pense. Voilà, sinon il y a les liens dans les notes de l'émission. La boutique Spreadshirt si vous voulez afficher nos couleurs sur vous, et puis un petit don PayPal, on en reçoit de temps en temps et ça nous fait extrêmement plaisir. Très plaisir, oui. Merci beaucoup d'ailleurs. Voilà. Mais l'avantage avec le Patreon, c'est que vous avez les émissions en avance, au moins une semaine en avance, et des émissions spéciales. Voilà, parce qu'il y a des émissions qui ont été diffusées pour les patriotes et uniquement pour les patriotes, et les autres, ils les auront à un moment, et puis c'est tout. Ah, c'est pas le cas de celle-ci. Mais c'est pas le cas de celle-ci, exactement. Voilà. Puisque aujourd'hui, on reçoit Jean-Jacques et Diane Launier, qui sont les papas, le papa et la maman du fameux des arts ludiques. Alors bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation à notre modeste podcast. Bon, merci à vous. Non, il n'y a pas de modestie, au contraire. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir fédérer des gens passionnés. Et puis, voilà, on connaissait ce que vous faites un peu, donc on est ravis de partager. C'est très gentil. Merci beaucoup. Ouais, merci bien. Du coup, on attaque dans le vif. Bah oui, feu. Écoutez, du coup, le musée, comment elle est venue l'idée pour ce musée-là? Qu'est-ce que c'est que ce musée? L'historique du musée, elle remonte à loin, elle remonte quand j'étais enfant, donc c'est pas à l'Antiquité, mais pas loin. Et c'est vrai que quand j'étais môme, les gens avaient l'habitude de me dire, lis pas les bandes dessinées, c'est pas bien, tu ferais mieux de lire. Or, c'était Jack Kirby qui a juste influencé le street art, le pop art, l'art contemporain, la mode, le design, la télévision, le cinéma. C'était évidemment Moebius que j'ai eu la chance de rencontrer après et d'exposer. Donc, et donc je pense que ces gens-là avaient fondamentalement tort. Donc toute ma vie, après j'ai fait des écoles de dessin et je me suis dit il faut vraiment rendre hommage à ces artistes parce que ce sont eux les vrais artistes d'aujourd'hui et le reste c'est le reste on pourra en discuter. Mais et du coup après j'ai eu la chance de faire de la pub, du dessin, etc., des affiches de films, de rencontrer des artistes et dès que j'ai pu et grâce à Diane et c'est vrai que grâce à mon amitié avec Moebius aussi, mais puisque j'ai écrit un bouquin qu'il a illustré, etc., on a créé cette petite galerie. Je me souviens d'avoir dit à Moebius, je lui disais, c'est pas possible qu'un dessin de toi, ça vaut 300 € et à la FIAC, une mère de monochrome, ça vaut 300 000. À un moment, il va falloir que ça s'arrête. Et c'était pas pour l'argent, c'était juste parce que quand on a commencé avec Diane en 2003, je veux dire, ça n'existait pas. C'est-à-dire que personne ne comprenait le fait qu'on puisse exposer ou accrocher au mur les gens du jeu vidéo, les gens de l'animation, les gens de la bande dessinée. Donc on a été les tout premiers à décloisonner les chapelles aussi, c'est-à-dire que l'idée c'était pas de faire un truc de BD comme si Moebius est passé de la BD au cinéma, il a fait Willow, il a fait Abyss, il a fait Dune, il est passé dans l'architecture, il est passé dans le film d'animation, Les Maîtres du Temps, il est passé dans le jeu vidéo. Donc c'est un artiste en fait et je veux dire l'idée c'est qu'on en prenne conscience et donc grâce à Diane qui s'y est collée, qui a dirigé la galerie pendant des années, mais ce qui est intéressant c'était une galerie non spéculative, c'est-à-dire que Diane ne s'est pas payée pendant 7 ans, quoi. Wow. On travaillait à côté. Voilà, mais moi je travaillais à côté. C'est pas rien. Non, mais voilà, c'est de la passion. Aujourd'hui, aujourd'hui il y a des ventes aux enchères. C'est rigolo de voir qu'à l'époque, quand on a vendu Moebius, Moebius a été le premier qu'on a exposé. Et c'était, je m'en souviens, il avait fait une série de dessins démentiels. Blueberry, les portraits de Blueberry. Des portraits de Blueberry avec plein de textures différentes, etc. Et je m'en souviens qu'on avait vendu ça entre 1500 ou 2000 euros. Et les gens avaient dit, mais vous êtes cinglés, ça va pas bien, c'est dégueulasse, pour qui vous prenez-vous? Et c'est vrai,
Et aujourd'hui, je les vois dans les catalogues de vente aux enchères des gens un peu prestigieux, poète, et ça vaut 150 000, 200 000 euros. Donc, alors après, c'était pas fait pour ça, c'était fait pour être accroché, pour revendiquer. Et tout le propos, puisque la question c'était pourquoi il y a ce musée, c'est de montrer que ces gens-là mérite d'être accroché dans un mur, mérite d'être en une galerie. On n'avait pas d'argent, donc on pouvait pas faire un musée, mais en tout cas c'était un premier pas, ce qui nous a permis par la suite de faire Miyazaki, Moebius, à la Monnaie de Paris, etc. Et l'idée, c'est depuis toujours de montrer que ces gens-là sont les vrais artistes contemporains d'aujourd'hui. D'avoir une vraie reconnaissance pour eux qui s'affichent publiquement. Ouais, c'est même d'essayer de bousculer ce contresens qui nous submerge actuellement et qui fait finalement basculer cette société dans un non-sens absolu, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que le premier genre cinématographique français à l'export, comme vous le savez, c'est l'animation. Le jeu vidéo, on est quand même dans le podium international. Or, il n'y a pas un musée, il n'y a pas une reconnaissance. Enfin, c'est fou. On regarde. Alors, c'est vrai que là, récemment, des politiques, même le président a dit qu'il fallait qu'on fasse la reconnaissance des industries créatives et culturelles, etc. Enfin. Je suis pas politisé, mais c'est vrai qu'on sent que ça frémit, que ça bouge. On a écouté, il disait voilà, c'est 690 000 emplois, c'est 91 milliards il faut, voilà, les autres pays investissent partout, il faut qu'on maintienne la France en tête des industries. Donc, on sent qu'il y a une prise de conscience qu'il n'y avait pas précédemment, c'est le moins qu'on puisse dire, et je peux en attester. Mais voilà, on a envie ce musée de partager à la fois parce qu'on rend hommage aux artistes et à la fois parce qu'on connecte un large et un jeune public avec l'art. Et ça, je pense que c'est salvateur pour notre avenir, quoi. C'est-à-dire que si on déconnecte les jeunes de l'art, on les déconnecte de la vie. Or, c'est ce qui se passe quand on vend une banane 150 000 euros. Non, mais je veux dire, à un moment, ça va finir mal, quoi. Voilà, ça va finir mal. Un socle vide. Et c'est une spéculation, c'est un mensonge. Et il faut le dire. Il faut leur montrer que ce qu'ils aiment, c'est de l'art, parce que c'est revalorisant, parce que ça donne envie. Voilà, on voit au musée les jeunes qui arrivent, qui voient des personnages qu'ils connaissent. Enfin, voilà. Enfin, on revient à cette histoire de quand j'étais môme, mais ils lis pas les BD. Au contraire, là, il faut pas leur dire, regarde pas l'animation, c'est gna gna gna. Au contraire, c'est ça l'art contemporain aujourd'hui. Voilà, j'arrête. Voilà. Bon, je laisse parler Diane, je vais partir 10 minutes. Non, mais c'est surtout qu'ils ont la possibilité aussi de rencontrer ceux qui créent, c'est-à-dire ceux qui créent l'animation, ceux qui font l'animation, de ceux qui de leur vivant. On vous racontera, mais c'est vrai qu'à la galerie, cette petite galerie, on faisait minimum une exposition par mois entre 2003 et 2018, et que tout le monde, c'était ouvert au public, c'était gratuit, et tout le monde pouvait venir rencontrer les artistes, leur parler, avoir une dédicace, échanger avec eux, montrer leur book, dire ouais, moi je rêve de faire ça. Dans cette galerie, ce qui était motivant et c'était surtout de voir des jeunes qui arrivaient entre 2003 et 2005 et puis avant 2018 qui sont revenus nous voir en disant merci à vous, je travaille dans l'animation ou je travaille dans le jeu vidéo. En fait, c'est vraiment ça à un moment donné qui motive votre passion, c'est le fait de transmettre et c'est le fait aussi d'apporter des valeurs qui parfois ils ne le retrouvent pas à la maison. En tout cas, les parents ont du mal à le saisir, à le comprendre, et nous, on est aussi là pour les aider. Et c'est vrai que cette galerie, en tout cas, qui était vraiment transversale, avait cet effet sur cette génération, et il y avait un côté magique aussi dans cette transmission. Oui, et puis c'est vrai que j'imagine que ça peut aussi aider potentiellement les parents à peut-être comprendre aussi. On discutait beaucoup avec les parents, ça permettait aux enfants de venir avec les parents, de rencontrer les artistes. Ils pouvaient discuter du dessin vectoriel avec Arthur de Pince, leur montrer exactement comment ça fonctionnait, parce qu'on a fait vraiment des soirées là-dessus. Et les parents et puis surtout les artistes leur disaient mais il y a du travail. Si, ne vous inquiétez pas, il y a des écoles, il y a du travail. C'est une des grandes inquiétudes des parents, bien évidemment. Et puis, il y avait aussi une revalorisation de l'animation, du jeu vidéo. Ils avaient la possibilité de ne pas entendre que le jeu vidéo, c'est juste aussi des jeux de guerre. Il y a plein de formes de jeux vidéo. Donc, voilà, ils découvraient aussi tout ça. Et c'est vrai que c'est le seul lieu, en tout cas, qui existait. Depuis 2003 au monde, où on avait la possibilité de découvrir en tout cas tous ces créateurs d'univers, et ça c'était à mon avis extrêmement important. Et du coup alors le terme culture pop, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on on parle de culture pop
populaire, etc. J'ai l'habitude de dire, mais sans vous vexer, que ceux qui parlent de culture pop, c'est ceux qui n'en ont pas. Mais c'est pour ça que j'en parle aussi, avec des gros guillemets. Non, bien absolument. C'est pour ça que je vous le dis, parce que quand vous nous aviez envoyé un mot, vous avez mis des guillemets. Dans culture pop, c'est à la limite que la culture. Alors c'est un espèce de truc entre l'art pop, le machin. C'est dont l'élite se sert pour essayer de mettre un fourre-tout globalement. Alors la culture pop, je regardais sur Arte leur rubrique culture pop. Alors, il y avait Charles Manson, il y avait les sandales en bois Birkenstock, il y avait l'île aux enfants. Après ils ont raison, c'est de la culture populaire, mais ça n'a rien à voir avec l'art ludique. En fait, clairement, et c'est ce qu'on explique dans notre futur musée comme dans notre précédent, c'est que l'art figuratif narratif qui descend encore une fois de l'homme des cavernes, Altamira, vous voyez les animaux avec plein de pattes dessinées parce que ils cherchaient à faire de l'animation. Enfin, sur les hiéroglyphes égyptiens, c'est carrément une bande dessinée. C'est d'une telle évidence que on ne comprend pas comment ça n'est pas perçu comme tel aujourd'hui. Or, ces artistes, depuis les hiéroglyphes, la tapisserie de Bayeux, les émaquis japonais ou le théâtre de papier japonais, dessinent et font des sculptures pour raconter qui ils sont, pour raconter de quoi ils ont peur, quelles sont leurs batailles, quels sont leurs espoirs. Les héros. Absolument. Ça, or, qui fait ça aujourd'hui? Je veux dire, encore une fois, c'est évidemment les gens, à la fois de la bande dessinée, mais de l'animation, du jeu vidéo. Donc, les grands artistes qui ont l'héritage des artistes, des grands caricaturistes du 19e, Doré, Daumier, Hokusai, Philippon, les Poires de Louis, enfin, même, voilà, les provocateurs, la caricature, ces artistes-là sont là. Alors après, qu'il y ait des grands spéculateurs, des gens très riches et qu'il y ait une plutocratie, qui, pour l'instant, maintient un régime, qui segmente l'art et dans lequel, encore une fois, on parlait de cette banane, mais voilà, enfin, même les journalistes, et c'est en ça qu'ils trahissent un peu, parce que je pense qu'il manque un peu peut-être de connaissances. Quand ils parlent de la performance de l'artiste russe qui fout le feu à la Banque de France, j'ai un moment, il avait qu'à retourner à Moscou, foutre le feu à la Banque de Russie, ça va être rapide. À un moment, mais on peut pas. Le problème, c'est qu'on peut pas dire aux jeunes, c'est de l'art, parce que si c'est ça, l'art, là, ça devient dangereux. À la limite que le mec il conteste ce qu'il veut, pourquoi pas. Je veux dire, mais on ne peut pas dire que c'est une performance artistique, quoi, parce que là, c'est confusant. On est sur voilà une société compliquée, je veux dire. Or, il se trouve que justement les jeunes aiment l'art, quoi, clairement. Enfin, les jeunes le plébiscitent, que ce soit les mangas, que ce soit la bande dessinée, l'animation. Enfin, c'est somptueux. Et qu'est-ce qu'on raconte? Voilà, toi t'aimes la pop culture? Non. Les héritiers, l'art avec un grand A, c'est l'art ludique. Et alors, à votre avis, l'un et l'autre, qu'est-ce qui a permis, alors mis à part les arts ludiques, enfin le musée que vous avez créé tous les deux, qu'est-ce qui a permis justement de sortir un peu cet art qui était justement tous les comics, toutes les BD, tout où on reléguait ça à c'est pour les gamins et on s'en fout et c'est moche et c'est dégueulasse. Il y en a toujours, il y en a de moins en moins, mais par nous je vois pas. Non mais le problème c'est qu'on relègue toujours. Enfin, vous connaissez un musée dans le monde aujourd'hui? On va avoir le nôtre. Dans un an et demi, il y en a pas. Non mais il n'y a pas de musée au monde. C'est-à-dire qu'on relègue toujours. Il y a un mépris total. Il y a une condescendance absolue. Alors c'est vrai que politiquement, ça bouge lentement et c'est vrai qu'on est content. Hein. Encore une fois, on n'est pas politisé. Hein. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que les gens commencent à se dire. À la fois, effectivement, c'est une industrie incroyable dans laquelle il y a plein de boulot pour des jeunes, hein, pas forcément s'ils sont des génies du dessin, mais dans la programmation, dans le codage, etc. Enfin, il vaut mieux faire ça que d'apprendre à être banquier, à mon avis. Et par ailleurs, je veux dire, voilà, mais enfin, on voit que l'emploi, l'éducation aussi, des choses comme Assassin's Creed, de Ubisoft, énormément de jeux vidéo sont maintenant d'une poésie rare, donc les gens en prennent conscience. Toutes les choses sont en train de bouger très lentement. Maintenant, dans l'institution, on est totalement exclu encore du système muséal. Et la preuve, c'est que c'est nous-mêmes qui allons le faire avec Diane et que pour l'instant, pas grand monde nous aide, quoi. Je veux dire, donc. D'accord. Au niveau institutionnel. Après, au niveau institutionnel, oui, mais du coup, c'est la reconnaissance. Le grand public, il est là. Le grand public, il a saisi très vite quelles étaient les bonnes expositions à découvrir, où est-ce qu'ils avaient la possibilité de faire découvrir à leurs enfants et de venir en famille, découvrir nos expositions. Oui, puis quelque part, avec les générations, moi je sais que j'ai 44 ans, j'ai des enfants, j'étais
complètement fan de comics, de tout ça. Enfin, j'ai baigné là-dedans. Et pourtant, voilà, je transmets ça à mes enfants et je continue à regarder des dessins animés avec mes enfants en leur montrant, en leur disant ça, c'est aussi de l'art. Regarde les BD, regarde les mangas, regarde, voilà. Donc il y a eu un gap quand même qui s'est passé, je pense, justement pour sortir un peu tous ces arts de presque pas du placard, mais en tout cas. Il n'y a pas de reconnaissance encore. Il n'y a pas encore de. Pour toi, il n'y a pas encore de reconnaissance. On a fait le premier musée institutionnel. Non, mais que le public aime ça, c'est une évidence. Le problème, c'est qu'on essaie de le déconnecter en disant que c'est pas de l'art. Et au jour d'aujourd'hui, c'est hallucinant. Encore une fois, le premier genre cinématographique à l'export, c'est l'animation. Il n'y a pas un musée d'animation en France. À Paris, alors le nombre de musées qui font des monochromes blancs, alors je peux vous en citer 5. Non mais ou noir. Voilà, ou noir. Il y en a un spécial noir fait par notre ancien président. Celui-là, il peint tout en noir. Ça, on est là. Non, mais à un moment, après, pourquoi pas, je veux dire, mais à la limite, nous, on n'a jamais dit ça, c'est horrible, machin. On a dit au moins quelque chose de parallèle, quoi. Parce que le figuratif, narratif, les gens qui dessinent, qui racontent les histoires, ils ont toujours existé, comme je le disais, depuis 2000 ans. Comment on s'en sépare aujourd'hui? Alors que c'est notre culture. Le dessin, c'est la base de toutes les cultures. Donc, c'est en ça que c'est intéressant. Et Diane et moi, c'est vrai qu'on a été les premiers au monde à faire une exposition comme Miyazaki et Moebius. On avait investi la Monnaie de Paris à l'époque. C'était quand même quelque chose de très spectaculaire. Ça a été un immense succès. On a cru qu'on allait pouvoir avoir un soutien pour faire le musée. On a encore attendu 10 ans pour faire notre musée en empruntant nous-mêmes à la banque sans aucune subvention. On s'est retrouvé 5e musée français dès la première année en termes d'entrée. Mais après, on a eu quelques difficultés dues à l'actualité. On n'y était pour rien parce que nous, on s'est jamais trompé en termes, en tout cas, de programmation ni de gestion. Et néanmoins, personne n'est venu nous aider. Et là, on est en train encore une fois de recommencer et de prendre notre bâton de pèlerin pour reconstruire un nouveau musée. Alors, c'est vrai que des gens comme la SNCF s'intéressent là. C'est là où on sent qu'il y a quand même maintenant une prise de conscience. Le CNC, la SNCF, en nous accueillant ici, même si voilà, c'est un accord, mais un loyer beaucoup plus accessible, nous permettant de faire un prix d'entrée démocratiquement viable. Enfin voilà, on sent que les choses sont en train de bouger, mais elles sont en train de bouger. Au jour d'aujourd'hui, on sera encore une fois, d'ici 1 an et demi, 2 ans, le premier musée au monde consacré aux industries artistiques et culturelles. Ce qui est complètement fou, puisque c'est là où se trouvent les plus grands artistes du monde et c'est ce qui passionne tout le monde. Non seulement le premier, mais l'unique aussi, du coup. Oui, absolument. Tout à fait. Alors, est-ce que le musée est unique au monde vraiment? Ouais, sur cette thématique. Vous avez beaucoup de demandes, justement, pour exporter un peu tout ça et pour pouvoir le promouvoir dans d'autres pays? Oui, pardon, juste, c'est vrai que quand on a créé l'expo Marvel, par exemple, je m'en souviens, ça me fait rire, parce que on a créé cette première expo, c'était avant que Marvel devienne... voilà, je crois que explose au niveau des films. Enfin, je crois qu'il y avait les premiers. Il y avait les premiers, mais c'était pas là pour maintenant. Et je crois que dans les 10 plus grands films qui ont les meilleures recettes de tous les temps, il y a 5 Marvel. C'était avant, quoi. Donc, c'est vrai qu'on savait que Kirby, etc., c'était des gens qui ont influencé leur époque. On a eu la chance d'aller rencontrer Stan Lee, de tourner avec lui, de faire un documentaire, de préparer l'expo avec lui. Et du coup, l'expo était fascinante parce que, à la fois, il y avait 300 pages originales, hein, donc c'était du jamais vu au monde, clairement. Mais ça montrait, voilà, l'influence dès les années 40, le support des super-héros pendant la guerre, et puis évidemment la naissance des films, les concept art, etc., etc. Donc ça c'était intéressant. Mais du coup, Diane et moi, on avait créé cette expo. Et on avait pour Paris, et on n'avait pas vraiment pris en compte l'international à l'époque. Et je crois qu'il y a 19 pays qui nous ont contactés pour avoir l'expo, quoi. Mais, d'accord. Donc, on s'est dit bon, maintenant quand on fera une expo, on va communiquer. Non, en tout cas, on l'a préparée parce que celle-là n'était pas préparée à tourner. D'accord, ok. Oui, donc, par rapport aux collectionneurs. Voilà. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses en discussion. C'est vrai que chaque exposition, en tout cas du musée, c'est plus de 2 ans de préparation. Alors comment ça se prépare une exposition comme ça, enfin que ce soit Marvel, Miyazaki, DreamWorks, comment sur combien de temps, enfin c'est plus de 2 ans de travail, mais vraiment à temps complet et avec plusieurs personnes. C'est vrai que je mets déjà de côté le rapport avec les studios qui ont pris quand même plusieurs années. C'est vrai qu'il faut aussi instaurer un climat de confiance. Et puis il faut aussi qu'il y ait une réelle légitimité artistique.
À un moment donné, nous, ce qui est important au sein du musée, c'est de garder toujours cette légitimité artistique, de pas faire une exposition uniquement où on va mettre en avant des costumes. On veut toujours raconter l'histoire de l'art, raconter l'histoire des super-héros, mettre en avant la philosophie de ces super-héros. D'ailleurs, on travaille avec des philosophes, des sociologues. D'accord. On va rencontrer tous les réalisateurs, les directeurs artistiques, ceux qui dessinent les costumes, que ce soit sur Marvel ou DC. On fait un travail énorme de recherche. Dans notre équipe, il y avait des gens qui avaient d'ailleurs écrit des thèses universitaires avec lesquelles on travaillait, qui faisaient partie de notre équipe sur le thème de l'art ludique, qui étaient aussi des vrais passionnés avec lesquels on développait beaucoup de choses. Et ensuite, il y a l'écriture, il y a toute l'écriture qui est extrêmement importante et qu'on va proposer au studio et avec lesquels on commence déjà à discuter, avec lesquels on commence à mettre en avant ce qu'on aimerait avoir. L'écriture, c'est-à-dire c'est l'écriture de l'exposition, toute la scénographie, toutes les thématiques, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant, qui on a envie de rencontrer, qui on a envie d'interviewer. Et on avait, c'est vrai, déjà interviewé Stan Lee, donc on avait déjà un peu amorcé les choses avec le documentaire qu'on avait écrit sur Derrière le masque des super-héros qui était passé sur Disney Channel. Et puis ensuite, on travaille aussi, c'est toute la recherche de la collection privée. Parce qu'effectivement, les planches originales aujourd'hui sont quand même vendues, sont dans des collections privées. Et ensuite, il y a un vrai travail de recherche et de prêt de collections privées sur ce type d'exposition-là. Toutes les couvertures alternatives, etc., qui sont souvent... alternatives, originales. On avait des trucs mythiques, la première couverture du Surfeur d'argent. On avait les premières couvertures de Spider. On a des trucs de fou, quoi. Non, c'était... Et c'est vrai que ça appartient majoritairement maintenant à des collectionneurs. C'est-à-dire que les DC ou Marvel acceptaient que les artistes récupèrent leurs planches et donc les artistes les vendaient. Donc la plupart des planches sont vendues et donc appartiennent à des grands collectionneurs. Mais qui heureusement sont super contents qu'elles soient exposées, qu'elles soient dans un musée. Ça participe encore une fois à cette reconnaissance, donc ça nous a permis d'avoir des collections incroyables. Oui. Moi, je m'en souviens, c'était complètement dingue. Voilà, puis ensuite, j'étais revenu à 10 ans, je regardais ça et je me disais, oh mon Dieu, c'est formidable. C'était complètement Ensuite, on fait un gros travail sur la scénographie, vraiment sur les murs, comment on veut designer chaque salle. On fait tout, et après avoir fait toutes les interviews, il y a un énorme travail de montage. Aussi, puisqu'il y a presque 1 heure, je crois, si je me souviens bien, dans chaque exposition de contenu vidéo. D'accord. Et ensuite, il y avait, alors pour Marvel, on n'avait pas encore mis en place, mais pour DC, il y avait tout le travail d'audio guide. Audio guide, tout à fait. D'écriture sur l'audio guide, qu'on a mis en place dès la 3e exposition également. Donc, il y avait quand même énormément gratuit. Toujours gratuit, et un audio guide qui était et pour les enfants et pour les parents. On racontait toujours la même chose. C'était très important pour nous. Ouais. Voilà. Donc, et du coup, la même chose, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de double discours. On disait, vous faites pas un truc spécial, un parcours enfant, non. Pour le coup, le propos, justement, s'adresse autant que ce soit Pixar, Miyazaki, autant aux enfants avec un double langage. Donc, on n'a jamais voulu séparer une double communication. Et ce qui était bien pour les enfants, ils étaient très fiers. On voyait. Ils écoutaient ensemble. C'était génial. Ça, on adorait. Oui, il y a le côté intergénérationnel. Oui, mais parce total. Parce que c'est ça, ce qui est important, c'est d'échanger. Et les enfants comprennent très très bien ce qu'on veut leur expliquer. Et puis, de toute façon, si à un moment donné, ils ont une question à poser, ils la posent à leurs parents, qui leur répondent. Et donc, l'idée, c'est toujours qu'il y ait cet échange comme ça entre les générations. Et c'était un musée où il y avait cet échange, où les gens venaient dessiner aussi pendant des heures, ils s'asseyaient par terre. C'est le rôle aussi du musée, quoi. C'est et d'échanger, et de rester, et de créer, et de se nourrir à un moment donné de tous ces créateurs d'univers, en tout cas. Ça doit être de très beaux moments quand même. Vous devez avoir de super souvenirs, des trucs comme ça. Est-ce que par hasard il y en aurait qui auraient été marquants par rapport à ce genre de choses? Le fait de voir des gens dessiner, le fait de voir la transmission par enfant, parce que c'est un travail formidable quand même de rencontrer Stan Lee déjà, ça doit être... c'est vrai qu'on a une chance incroyable. Excelsior. On est passé de Moebius à Stan Lee, à Miyazaki, à tous ces artistes-là, on a partagé. Et c'est vrai que c'est sans doute dû aussi à la galerie et au travail de Diane dans la galerie, parce que dans cette galerie où on faisait une expo par mois, on exposait
des gens incroyablement, à qui personne n'avait jamais demandé d'exposer. Des gens comme John O, qui ont fait le design de tout le Seigneur des Anneaux. Les gens comme Glenn Keane, qui est quand même le 38 ans chez Disney, qui a designé Pocahontas, Aladdin, La Petite Sirène, Réponse. Son fils reprend le flambeau d'ailleurs. Tout à fait, et je m'en souviens que personne non plus lui avait demandé d'exposer. Et quand on a fait l'expo à la galerie, ça avait été un moment incroyable parce que alors les gens savaient en tout cas dans l'animation, donc toute la rue de l'île Saint-Louis était bondée de monde. Ça a été un délire total. On est resté toute la nuit, etc. Et on l'a ramené le soir. Il parle très bien français puisqu'il avait le studio Disney à Paris et il m'a dit un truc. Enfin, il nous a dit un truc qui était incroyable dans le taxi quand on l'a ramené tard. Il nous a dit, tu vois, depuis que je suis enfant, j'ai envie d'être un artiste, mais pour être un artiste, il faut que quelqu'un d'autre te dise, regardez, lui, c'est un artiste, et il me dit, ce soir, je ne m'en suis jamais senti aussi proche. Wow. C'était Glenn Keane, quand même. Ça me donne le frisson. C'est incroyable. Mais c'est Peter de Sèvres aussi, qui est un génie, voilà, qui a fait plein de couvertures du New Yorker, qui a fait, évidemment, le personnage de Scrat et 800 créatures pour l'âge du là. C'est tous ces artistes-là, du coup, Satoshi Kon, Otomo, Ronnie Del Carmen. C'était tous leur première exposition. Enrico Casarosa avait jamais exposé. Il n'avait pas encore, d'ailleurs, écrit son court-métrage. Voilà, enfin c'est vrai qu'on s'est tous rencontrés il y a une vingtaine d'années et cette galerie étant la première, c'était super puisque les artistes américains qui venaient à Paris entendaient parler de la galerie et venaient exprès en fait venir nous voir. C'est-à-dire que personne ne ratait la galerie. Et c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés en 2004, 2005. Il n'y avait pas encore aussi les réseaux sociaux. Enfin, donc c'est vrai que c'était voilà, on avait des sites internet, mais tout le monde, enfin, c'était encore un peu voilà, au démarrage, on va dire. Mais c'est vrai que le bouche à oreille se faisait, en tout cas dans ce milieu-là. Donc Michael Knapp, Daisuke Tsutsumi, tous les gens de Blue Sky sont venus en tout cas à un moment donné nous voir parce que ils avaient entendu parler de nous par d'autres artistes qui étaient venus là-bas, qui étaient arrivés en stage chez Blue Sky. Et puis eux sont arrivés, on a pu faire une exposition avec eux, ils ont adoré, ils en ont parlé, ils sont partis dans d'autres studios, les autres. Enfin, à chaque fois en fait, on était incontournables, on était vraiment les seuls, et c'était le lieu où tout le monde se réunissait. Voilà, on a fait Otomo dès 2005, donc voilà, tout le monde avait absolument envie de découvrir, voilà, les œuvres de Steam Boy. C'était quand même, voilà, c'était quand même magique. Finalement, c'était le lieu unique au monde, et c'était à Paris, sur l'île Saint-Louis, on pouvait découvrir, voilà, toutes les recherches, tous les crayonnés, toute la jeunesse de tous ces films, de tous ces univers. Donc il y avait aussi vraiment quelque chose de magique. Et c'était génial. Je me souviens qu'on avait fait une expo aussi Assassin's Creed, quand même. On était de très très loin les premiers à exposer le jeu vidéo. Et c'était le 2, je crois, ou le 3, celui qui se passait en Italie, à Venise. Et c'était assez génial parce que le directeur artistique et le concept artiste, qui s'appelait Mohamed Gambouze, qui venait de je crois que c'était à Ubisoft Casablanca ou un truc comme ça, était venu pour voilà, présenter l'expo. Et l'expo d'avant ou celle d'après, je sais plus, c'était justement celle de Glenn Keane. Et du coup, ils s'étaient rencontrés et ils parlaient tous les deux de leur technique d'animer un personnage, alors qui est fondamentalement différente sur évidemment celle d'Assassin's Creed, puisque ça, il y a des calculs quand on fait une chute, quand il saute, s'il saute de trop, il se tue, mais s'il saute relativement haut, le personnage, etc. Il y a plein de paramètres. Et évidemment, Glenn avait tout son parcours d'animation et c'était génial parce que les deux se passionnaient pour la technique de l'autre. Enfin, c'est des rencontres magiques, voilà, c'est vraiment ce qu'on a fait pendant plus d'une 18 ans. Et ça a permis effectivement d'avoir une crédibilité dans les studios, mais effectivement de passer des moments d'exception. Oui, puis que les gens en fait viennent vous voir, alors que d'habitude c'est les musées qui vont voir les peintres, etc., qui disent on voudrait vous exposer. Là, il y avait un côté échange en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que notre approche un peu européenne d'écriture plaît beaucoup aussi, notamment aux Américains, aux Anglais aussi. Mais c'est vrai que quand on parle de mythologie contemporaine, quand on explique que Superman a été créé par deux jeunes teenagers qui avaient 16-17 ans, qui étaient justement fils de migrants arrivant aux États-Unis, donc Superman lui-même arrive d'une planète explosée. Enfin, quand on explique que Gotham, c'était une ville du Moyen-Âge en Angleterre dans laquelle le roi voulait passer, mais qu'il y avait une taxe pour les habitants, du coup ils se sont tous fait passer pour des fous,
et que c'est comme ça que Gotham est rentré dans l'histoire, etc. Enfin, on raconte tout ça d'un seul coup, ça contextualise, ça, comme le disait Diane, c'est la sociologie, c'est quand elle parlait philosophie, on cite Nietzsche et sa définition du surhomme qui est passionnante, sans être chiant, mais justement ça permet de communiquer, ça permet de montrer que ce qu'on aime, non seulement c'est une dynamique artistique, mais c'est aussi littéraire, c'est super intéressant. Le Batman, ça vient des vampires, enfin il y a toute une dramaturgie qui est super intéressante. Thanos, enfin genre voilà, on pourrait passer et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'il est dommage de minorer parce que c'est passionnant, c'est littéraire et ça, je pense, amène les plus jeunes à s'intéresser à la culture au sens large. Donc c'est l'éducation artistique et culturelle, c'est aussi quelque chose dans lequel on travaille beaucoup et ça, je pense que c'est vraiment les clés pour avoir une meilleure perception du monde. Ouais, non, puis ce sont les nouveaux Ulysse, l'Iliade, etc. Enfin, je veux dire, moi, je vois vraiment, c'est pareil, mais en moderne, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des super-héros. D'ailleurs, il y a une scène dans un des derniers Astérix, je crois le premier Astérix de Astier, où on voit à la fin un petit garçon dans les arènes qui joue avec des petits personnages en bois, comme si c'était des figurines articulées, et qui là, moi je suis Hercule et moi je suis machin. Mais finalement, voilà, l'image, elle est géniale parce que c'est vraiment ça. Enfin. Ah non, mais c'est complètement contemporain et c'est à chaque fois une transposition, bien sûr. Non, mais c'est vraiment le propos et c'est dommage de pas s'y intéresser. Alors, encore une fois, effectivement, l'éducation nationale commence à s'y intéresser. Enfin, on a de plus en plus de passerelles. Diane fait partie maintenant d'une commission au CNC. Alors moi, j'ai présidé le fonds de soutien aux jeux vidéo il y a quelques années. Diane est maintenant dans une commission au CNC pour essayer de raccrocher les 15-25 avec la culture. Elle peut en parler. Enfin, elle est dans la commission aussi de culture et diversité. Enfin, c'est vrai qu'on voit que les gens prennent conscience, mais bon, en même temps, il faudra être fou d'ignorer le fait que 96%, je crois, des jeunes de 10 à 24 ans jouent aux jeux vidéo. Et donc, chercher comment leur parler en ignorant ça, ça devient compliqué. Donc, c'est vrai que sans être devenus des experts, on nous pose souvent la question et on essaye de faire avancer lentement les choses. Et du coup, alors comment ça se passe, les relations avec l'éducation nationale ? Non, ça se passe très bien. C'est vrai que l'idée, c'est d'éduquer. C'est vrai que notre rôle aussi, y a un retard énorme, mais en général, sur l'envie d'échanger et l'envie de comprendre. Il y a une vraie méconnaissance du jeu vidéo, de l'animation. Il y a une peur aussi. Et l'idée, en fait, c'est particulièrement de travailler sur cette peur. Alors, on n'est pas encore complètement arrivé, ça va être un peu long. Finalement, les gens préfèrent répéter ce qu'ils vont lire, malheureusement, plutôt que d'aller se renseigner, plutôt que d'aller étudier, plutôt que d'aller jouer, plutôt que voilà. Donc, nous, notre rôle, en tout cas moi, mon rôle, c'est d'enseigner, c'est vraiment d'aller les voir et de leur montrer ce qu'est le jeu vidéo, de leur montrer ce qu'est l'animation, de leur parler des métiers. Ça va être autant au niveau de l'Institut national de l'éducation artistique et culturelle, par exemple, on y était la semaine dernière. C'est un nouvel institut qui s'est monté il y a un mois et demi, enfin au début de septembre, souhaité par Emmanuel Macron aussi. Qui, si vous voulez, c'est des masters et les doctorants qui vont à un moment donné travailler dans les institutions culturelles et artistiques de demain. Donc l'idée, c'est d'aller leur enseigner ce qu'est l'art ludique. Donc on leur raconte toute l'histoire de l'art ludique, on leur raconte notre parcours, notre histoire, on leur montre énormément de vidéos, énormément d'échanges, tous les artistes qu'on a pu rencontrer, on leur présente ce qu'est le jeu vidéo, ce qu'est l'animation, les métiers, on parle de parité, on parle énormément de choses, et on parle aussi de gens en décrochage scolaire qui en fait souhaiteraient travailler dans ce milieu-là, qu'on essaye d'aider puisqu'il y a aussi ce type de choses qu'on met en place. Qu'il n'y a pas que la violence dans les jeux vidéo, dans les bien au contraire, la majorité des jeux c'est pas ça. Bien sûr. Et donc voilà, donc notre rôle il est aussi éducatif. Donc ça et je pense que c'est très très important, c'est d'avoir à un moment donné d'aller les voir et de leur dire voilà, de leur raconter notre histoire, de leur raconter ce que c'est et puis voilà, d'éviter qu'il y ait toujours ces mêmes peurs qui se répètent inutilement et qui vont à un moment donné faire évoluer justement les mentalités.
Et c'est de l'éducation pour adultes et pas pour enfants. C'est ça qui est incroyable. Ouais, non, absolument. Mais c'est vrai que dans tous les interviews, donc c'est vrai que dans nos expos, il y a aussi beaucoup d'interviews, il y a beaucoup de contenu. Et je me souviens quand on a fait l'expo sur DreamWorks, alors DreamWorks, il y a beaucoup de Français là-bas, comme on sait. Donc il y avait la délégation de Français qu'on a pu interviewer. Il y avait pas que, hein, mais c'est vrai qu'il y avait Pierre-Olivier Vincent, notamment sur la trilogie Dragon, qui est quand même un monument qu'on a pu exposer à la fois à Paris, à Annecy et à Los Angeles. Et il y avait un interview de lui qui était particulièrement révélateur où il disait c'est vrai que voilà, la France, on dit toujours on est un pays de culture, on est un pays d'art, etc., etc. Sauf que moi, quand j'ai dit à mes parents que je travaillais dans l'animation, ça leur a pas fait plaisir du tout, quoi. Et ça, c'est hallucinant, quoi. Et alors pour le coup, on parlait de politique et sans être, mais c'est vrai qu'on a eu la visite de la ministre de l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal, qui avait été ultra impressionnée par ces vidéos. À entendre ça, je pense qu'elle a été consciente, entendre que quelqu'un comme Pierre-Olivier Vincent travaillait avec le MIT, travaillait avec la NASA, or elle est aussi en charge de l'innovation et de la recherche, et je trouve que pour le coup, alors encore une fois, hein, je prêche pour personne, mais c'est vrai que quand on a fait par exemple l'expo en 2016 sur le jeu vidéo en France dans notre musée, c'était le jeu vidéo d'inspiration française. Tous les studios de jeux vidéo, évidemment Ubisoft, mais tous les plus grands, les plus petits, etc., Quantic Dream, etc., la personne n'est venue des institutions, de la mairie, des ministères, de la technologie, de la culture, personne. C'est un dédain profond. C'est en ça que je dis, ça bouge. Alors je dis encore une fois, voilà, c'est pas politique, hein, mais on voit qu'il y a une prise de conscience, on voit que quelque chose, peut-être que c'est des gens plus jeunes, plus dynamiques, je ne sais pas, ou moins, voilà. En tout cas, il y a un intérêt grandissant qui est différent. Donc voilà, l'espoir, la lumière s'allume. Et c'est vrai que non, mais du coup, ça permet de bénéficier de soutien, ça permet de connecter, ça permet de donner du crédit. Le fait qu'on enseigne dans des établissements comme ça est important parce que c'est aussi des échanges, ça nous permet et ça, je trouve que c'est passionnant, c'est au moins aussi passionnant que de rencontrer les artistes que de transmettre, parce que c'est la transmission qui compte après tout. Bien sûr, parce que de toute manière, il y avait aussi, tout à l'heure on parlait d'Assassin's Creed, mais Assassin's Creed, ils essayent aussi, si je me trompe pas, Ubisoft essaye aussi d'éduquer à travers le jeu. Bien sûr. Donc notamment, il y a un énorme travail de recherche qui est fait pour vis-à-vis de l'histoire, etc., pour être potentiellement au plus proche de l'histoire telle qu'elle a été. C'est une véracité, c'est pas plus proche. C'est architecturalement aussi. C'est une exactitude et une rigueur avec des dizaines et des dizaines d'historiens. Et il y a même un mode dans le jeu destiné aux écoles dans lequel on ne joue plus, mais on visite. Et c'est vrai, quand on voit les on a l'expérience de faire, c'est incroyable. Et c'est ce qu'on avait fait nous dans le musée. Non, c'est quand même grâce à eux aussi qu'on va pouvoir, qu'on a tous les plans de Notre-Dame de Paris. Hein, aujourd'hui aussi. Vrai, c'est vrai. C'est grâce à c'est grâce à toutes les recherches d'Ubisoft qu'ils ont fait sur Assassin's Creed. Parce que c'est vrai que quand on avait fait cette expo, cette expo dans notre musée, on avait notamment, puisque à l'époque ils faisaient Unity, effectivement, qui était le jeu qui se passe à Paris pendant la Révolution française, et ils avaient expliqué à l'époque que pour ce jeu-là, ils avaient recréé tout Paris à l'échelle 1. Donc, et on s'était dit, alors c'est vrai que le jeu était génial, mais bon, même si on a une grande télé, c'est pas l'échelle 1. Du coup, nous, dans le musée, on avait construit un mur de 7 mètres de large et de 6 mètres de haut à 180 degrés, comme un espèce de casque virtuel géant. Sauf que du coup les gens pouvaient participer ensemble puisqu'on pouvait être 30-40 à regarder ça ensemble. Et puis avec Ubisoft on avait travaillé, ils avaient mis des caméras dans leur jeu et du coup on proposait une promenade dans Paris qui partait de l'île Saint-Louis, là où on a vu notre galerie, jusqu'à Notre-Dame, en fait. Et c'est vrai qu'il nous a expliqué, pour faire Notre-Dame, pour modéliser Notre-Dame, juste Notre-Dame, ils avaient passé 14 mois. Et c'est vrai que quand Notre-Dame a brûlé, ils ont passé les plans. Donc c'est vraiment l'histoire qui rejoint l'histoire, mais ils ont une véracité dans l'histoire. Voilà, la précision allait jusqu'à pouvoir fournir les plans de Notre-Dame tels que ça a été, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, et du coup les profs peuvent s'en servir, et c'est en ça que c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on vient d'en dire. Donc Ubisoft aide à reconstruire Notre-Dame. Ça, c'est quand même incroyable. C'est fou de se rendre compte que ça vient par là, quoi. J'avais entendu que les plans avaient été retrouvés, mais je savais pas que c'était Ubisoft. En tout cas, ils ont donné leur plan. Il y avait un scan. Voilà, ils ont donné tout leur scan en 3D. Et c'était voilà. Mais c'est vrai qu'il y a pas que tous les studios. Je vois là, évidemment, on fédère tous les studios. Alors eux travaillent vraiment très fortement dans l'éducation. Ils ont des logiciels éducatifs. Ils ont apprend à coder avec les lapins crétins. Ils ont
plein de trucs comme ça qui sont vraiment intéressants parce que ça permet d'avoir accès aux nouveaux métiers. Parce que le paradoxe, c'est que parfois il y a des jeunes en difficulté, en décrochage scolaire. Or, Pôle emploi, voilà, vous pourrez en parler, mais annonce qu'il y a quand même des milliers d'emplois qui trouvent pas preneurs parce que les jeunes ne sont pas préparés à ça, ils sont même pas au courant que ça existe. Oui. Et donc, je veux dire, le propos du futur musée sera notamment d'être un peu un carrefour, mais c'est vrai que c'est les studios, que ce soit Quantic Dream, enfin tout le monde ou Xylam ou tout le monde nous dit, voilà, si quand vous aurez le musée, si vous voulez faire des ateliers, des rencontres, si vous voulez venir visiter le studio, comment ça marche, ils sont ravis d'accueillir ça et ils ont vraiment une dynamique de partage, quoi. C'est le contraire de l'art contemporain hermétique. C'est des gens qui aiment partager, et c'est ça qui est ludique en même temps. Et ce qui est fou, c'est qu'au final, moi, on parlait tout à l'heure de la BD, etc., mais c'est justement ça qui m'a fait rentrer et découvrir aussi d'autres arts. Et en fait, c'est marrant que dans ce sens-là, ça fonctionne, mais pas dans l'autre. Bien sûr. Là où ça devrait, quoi. Donc, c'est super important comme travail d'être justement le carrefour, de pouvoir avoir des trucs comme ça qui se passent. Un médiateur. Un médiateur, et puis de pouvoir ouvrir accès aussi à ce genre de choses. Et c'est vrai que je pense que, surtout aujourd'hui, s'il y a des jeunes qui sont en difficulté, potentiellement avoir les institutions qui arrivent aussi à donner une visibilité et surtout une accessibilité, parce que c'est souvent aussi des écoles qui coûtent cher, notamment pour l'animation ou autre. Donc, ça serait vraiment génial, quoi. Et puis, quelque part, au niveau des parents qui justement n'y connaissent rien ou en tout cas voient ça d'un œil diabolique, ça permet aussi de valider, d'avoir un tampon éducation nationale, machin, absolument, visibilité. Tiens, peut-être que c'est pas un truc de saltimbanque, et etc. Non, c'est important, même sur la parité, c'est ce qu'on disait. C'est vrai que quand on va faire nos expos sur le jeu vidéo, quand on monte des jeux, enfin pour le coup comme Journey, comme Detroit, etc., la poésie, l'intelligence, d'un seul coup, c'est plus d'autres jeux de football, etc. Mais le jeu de football, c'est aussi violent que le football lui-même à ce moment-là. Mais je pense que ce qui est génial, et on l'a vu au musée, c'est quand justement des parents emmènent des jeunes filles voir ces expos, ils prennent conscience. Child of Light, enfin, tous les jeux sont, il y a tellement de trucs extraordinaires que ça devient effectivement une dynamique artistique, créative, et que on a aussi bossé avec le CNC sur la parité dans les écoles. Alors, dans les écoles d'animation, je pense qu'elle existe vraiment. Dans les écoles d'effets spéciaux, numériques ou certains studios encore, ça reste à arriver, mais c'est en train de se produire, et je pense que justement le soutien de l'éducation nationale et le soutien des institutions va y participer. Mmh. Et est-ce que vous avez, alors j'ai bien compris, Jean-Jacques, que tu avais une petite dent contre l'art contemporain. Non, je demande qu'il y ait au moins une reconnaissance d'un mouvement artistique parallèle. C'est quand non, je ne parais pas abusé quand même, parce que pour l'instant, je ne demande pas à ce qu'on les entoure de paquets comme on le fait pour certains de nos musées à 14 millions d'euros. Je demande juste qu'il y ait un courant artistique parallèle. Et alors, est-ce que vous avez des relations avec les musées traditionnels, j'ai envie de dire les musées, je sais pas, le Louvre, enfin voilà, des musées comme ça, que ce soit d'art contemporain ou d'art plus alors, moins contemporain. Non, à ce jour, en fait, on a des échanges avec des musées comme le musée d'Angoulême, enfin des musées qui sont ou la BNF qui nous avait écrit. Enfin, on peut avoir des rapports. Après, on n'a pas eu de vrais échanges là avec Angoulême. Là, ils nous ont demandé. Oui. Ils faisaient une exposition, du coup on a prêté des choses, enfin voilà. Non, vraiment, il n'y a pas d'échange parce que ils n'en veulent pas particulièrement encore à ce jour. Voilà, c'est tout ça. Après, que ce soit musée d'Orsay est extraordinaire. Enfin, je veux dire, il y a aucun problème là-dessus. Oui, il y a une différence. Peut-être les grands classiques et les musées d'art contemporain. En fait, qui gardent leur précaré, qui sont il y a les classiques qui font des choses superbes et voilà, qui doivent absolument continuer ce qu'ils font. Après, il y a effectivement les musées type plutôt voilà, art contemporain comme le Palais de Tokyo ou autres qui n'ont absolument pas aucun intérêt sur ce qu'on fait en fait. Il y a pas le liant qui peut. Non, nous il y a des années, on a essayé bien avant le musée quand on avait des grandes expositions justement après la Monnaie de Paris, d'aller voir ce type de grands musées pour leur proposer de très belles expositions. Ça n'a pas été. On peut raconter l'histoire de Pixar. C'est vrai qu'on a fait Miyazaki, Moebius. Non, je le sais parce que j'ai pris mon bac. Moi, je présente toujours du Diane et voilà, c'est pour ça qu'on ça fait 20 ans.
Attention. Jean-Jacques remonte les manches, c'est parti. Ça va vous illustrer le principe et la qualité de nos institutions culturelles, en tout cas de l'époque. C'est vrai que quand on a fait Miyazaki Moebius, ça a été un immense succès. Après, la Monnaie de Paris, on leur a proposé d'autres choses, mais on a dit non, maintenant nous allons faire de l'art contemporain. Donc ils ont fait notamment McCarthy, le mec qui a mis le plug géant. D'accord, oui. Le sapin de Noël, c'est un sapin de Noël. Donc ils sont partis là-dedans, pourquoi pas. Mais en tout cas, ils avaient jamais fait de grande expo avant nous quand même. Hein. C'est nous qui sommes allés leur expliquer comment on faisait. Enfin, on a installé une scénographie, il y avait jamais eu de grandes expos. Après, donc ils ont fait de l'art contemporain. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve un autre musée. Et on s'est dit, on va faire une expo. Ce qui serait génial, c'est qu'on fasse Pixar. Donc, on avait un relationnel avec les gens de Pixar. C'était en quelle année, ça, pardon? En 2005. Ouais. D'accord, oui. Donc, Toy Story était là depuis 10 oui, ans. Absolument, tout à fait. Voilà, bien sûr. Mais par contre, il n'y avait jamais eu d'expo Pixar, évidemment. Ça n'existait pas. Et on dit, donc on appelle les gens de Pixar, on leur dit voilà, on a fait Miyazaki Moebius, là, John Lasseter adorait Miyazaki, etc. Il dit c'est génial, on vous envoie tout ce que vous voulez. Je veux dire, les dessins, les sculptures, les peintures, voilà, nous on vous suit, trouvez un lieu. Et nous on vous envoie tout. Il se trouve qu'on va voir les gens chez Disney France, on dit voilà, on voudrait faire ça, c'est top, nous on finance tout. Donc on finance le transport, les assurances, il y a plus qu'un lieu à trouver. Open bar Disney Pixar. Donc ça vous montre déjà l'intérêt des institutions culturelles françaises, puisque je me suis fait tous les musées. Et je ne parlerai que du Palais de Tokyo à titre d'exemple, mais je suis allé au Palais de Tokyo et je suis arrivé, je m'en souviens, ils exposaient des voitures brûlées, des vraies voitures vraiment brûlées, et des filles à moitié nues qui marchaient en piétinant des mecs par terre, en vidéo. Et donc je rencontre le directeur que je ne citerai pas, mais bon, qui est une rockstar de l'art contemporain. Et je dis voilà, on a accès à Pixar. Et donc je lui montre effectivement Toy Story. Et voilà, on a les dessins, on a les trucs, c'est vraiment l'avant-garde. Et je lui montre toute cette plaquette. Et il me répond ouais, mais tu vois, nous, Pixar c'est pas pour nous. Nous faisons des expositions que le public ne comprend pas. Parce que ça l'oblige à réfléchir. Ça, mon Dieu. C'est pas quoi. Il me l'a dit à moi, donc je ne le raconte pas. C'est pas qu'on me l'a raconté, c'est qu'il me l'a dit à moi. Moyennant quoi, au bout d'un moment, on a été obligé de dire à Pixar, désolé, j'ai pas trouvé on n'a pas trouvé de lieu. On trouvait pas de lieu. On est désolé. Et donc on a été obligé de ne pas faire cette expo. Sauf que chez Pixar, on leur avait filé l'idée. Une inception d'idée, là. Et donc, ils ont fait cette expo Pixar 3 ans après. D'accord, au génial. MoMA à New York, donc le plus grand musée du monde. Ouais. Et ça a été le plus grand succès en termes de visiteurs du MoMA de tous les temps. Bien sûr. Et nous, on fait des expos que le public ne comprend pas parce que ça l'oblige à réfléchir. Donc après, on peut dire que je suis remonté, mais c'est vrai que c'est rageant d'être aussi nul, arrogant et d'être à la fois suffisant et insuffisant. Bah oui, puis c'est insultant. Enfin, je veux dire, c'est totalement. Donc voilà, c'est le problème. C'est le problème, c'est que ce sont des gens qui sont absolument pas visionnaires, qui ont pas la connaissance en fait. Donc voilà, ils se coupent, l'ouverture d'esprit, tout simplement. Ils se coupent de tout et de ce qui fait aussi l'art de demain et de ce qui fait l'avenir. Et voilà, c'est le problème. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que j'espère, voilà, que comme on va un peu enseigner l'art ludique aux futures personnes qui font un peu les institutions de demain, ça va changer pour qu'ils aient en tout cas une ouverture beaucoup plus grande sur différentes formes artistiques c'est très important. La connaissance est importante. C'est la culture qui est importante. Et vous disiez pop culture, etc. C'est vrai que on voit très bien, mais alors pour le coup, on passe notre temps à convaincre, à prêcher, à rencontrer des gens et des politiques intéressants, des choses comme ça, mais on voit très bien que dans leur parcours, dans leur cursus, l'art c'est pas la priorité, ce que je peux comprendre. Hein. Donc les mecs, Soulage c'est bien, ok, Soulage à l'interview, qu'est-ce que vous avez comme mesure? Soulage, okay, au revoir, ça c'est fait. Et je veux dire, mais ce qu'on peut comprendre, parce que c'est pas leur priorité et que sur la BD, si on doit remonter le fil de l'histoire de l'art, il faut s'y intéresser. Alors, après, on voit qu'il y a de plus en plus de passionnés, de gens qui sont ouverts, de gens qui ont des enfants qui sont dans les écoles d'animation. Enfin, du coup, les choses bougent en effet. Mais c'est vrai qu'à la base, on peut comprendre que c'est cette culture qui manque. Ce qui est plus problématique, c'est que les journalistes font strictement le même raccourci. Et
là, il devrait plutôt s'intéresser quand même à l'histoire de l'art. Mais bon, ça va beaucoup plus vite de dire que c'est voilà l'art contemporain, c'est l'art quoi. Ou que le mec qui fout le feu à la banque, il fait une performance artistique, ou quand il se cloue les testicules, pareil. Enfin, non mais et ça devient un vrai problème parce que là pour le coup, c'est vraiment. Je trouve que c'est par rapport à un public jeune, c'est un message extrêmement perversif et dangereux parce que on perd ses repères. Et l'art, je pense que c'est un des premiers repères. Bah oui, parce que ce qui est quand même assez perturbant dans tout ça, c'est que moi dans la BD et dans tout ça là, j'ai aussi trouvé beaucoup de belles valeurs. Donc du coup, c'est ça qui était important pour moi au final, et c'est ça qui m'a fait continuer aussi. Donc du coup, sans ça, potentiellement, je me serais peut-être désintéressé. Mais aujourd'hui, en effet, le contraste qu'on aurait avec l'art contemporain, j'y tire rarement, personnellement, des valeurs... comme vous disiez l'exemple juste avant, je vois pas quelle valeur on peut en tirer, quoi. Et puis même, c'est vrai que dans ces cours qu'on a évoqués, on a même, si on parlait de la liberté guidant le peuple, par exemple, en 1830, quand il peint Delacroix peint cette fille, qui est devenue Marianne par la suite. Ouais. Cette révolte, elle a eu lieu la même année, quoi. C'est-à-dire que lui, il peint son actualité, quoi. Elle tient un fusil qui est de 1820, elle tient, et les mecs derrière sont habillés en ouvriers. Enfin, le mec, il décrit, c'est figuratif, narratif, il raconte son époque. Encore une fois, je veux dire, les artistes, il y a que depuis très peu qu'ils racontent n'importe quoi et que voilà, il y a des catalogues pour expliquer leur démarche parce que voilà, le public ne comprend pas. Mais les artistes ont toujours raconté qui ils étaient, de quoi ils avaient peur. Et quand Delacroix peint ça, il dit voilà, j'ai voulu faire une peinture moderne. Si je me bats pas pour ça, au moins je vais le peindre. Et c'est ça qui est intéressant. L'année suivante, puisque c'est Louis-Philippe qui veulent amener au pouvoir, Philippon lui fait les caricatures en forme de poire que vous connaissez peut-être sur sa couverture, où la tête de Louis-Philippe devient une poire en 4 images. C'est quasiment de la bande dessinée, voire de l'animation. Et néanmoins, c'est ultra subversif. C'est une couverture où le roi a une tête de poire à l'époque. C'est-à-dire que les mecs, c'est pas des mecs qui sont dans la naphtaline. C'était des mecs arrogants. C'était les caricatures d'aujourd'hui. C'était Charlie, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est au lieu de leur donner, voilà, enfin, au lieu de les mettre dans des emballages ou d'emballer le Sacré-Cœur ou je sais pas quoi, enfin, ou l'Arc de Triomphe. Il faut au contraire les faire ressortir de ça, montrer à quel point ils étaient importants, à quel point ils nous ont conduits à ce qu'on est aujourd'hui, et il faut leur rendre hommage, et leur rendre hommage à ces artistes de cette époque-là et à ces artistes contemporains d'aujourd'hui. Oui, puis en plus, enfin, pour moi, il y a si on reprend l'exemple des comics, il y a toujours une réflexion derrière. Moi, je sais que je suis un grand fan des X-Men, par exemple. Pour moi, j'ai toujours vu une parabole du racisme, justement de toutes les exclusions, de tout ça. Enfin, et on peut lire comme ça très bien au premier degré, mais en même temps voir derrière les lignes, et il y a justement une réflexion actuelle, sociologique, voire même en avance, parce que les X-Men, c'est quand même les années 70, 60. C'était clairement la différence. Non, mais aujourd'hui, qui parle de ces problèmes-là c'est la BD, on les retrouve partout, dans toute la BD. Alors, même moi, j'arrive pas à tout lire, tellement il y a de sujets extrêmement importants, que ce soit sur le racisme, sur les réflexions aussi sur sexuelles. Enfin, il parle vraiment de tous les sujets, mais aussi dans l'animation et aussi dans le jeu vidéo. On trouve ça. Et puis après, alors les X-Men, c'était il y a un peu plus longtemps, mais on retrouve aussi ce type de problématique. Ils en parlent aussi dans tous les derniers, dans toutes les dernières séries qu'on peut retrouver. Captain America. Enfin, on peut revoir tout. C'est vraiment le sujet, un des sujets principaux. Donc voilà, on n'y a pas besoin davantage d'explications. Puis même le court-métrage de Pixar qui parle du coming out, qui parle de l'autisme, qui parle qui fait ça, mais c'était déjà presque d'une certaine façon Bambi, et quand elle perd sa mère, c'est un truc qui a marqué tout le monde. C'est de l'éducation pure et dure, quoi. Ça prépare à quelque chose que l'art contemporain n'amène pas du tout, quoi. Je veux dire, et c'est depuis le début, quoi. Donc après, Disney a fait évoluer. C'est vrai que ce qui est drôle, c'est de voir dans Frozen maintenant la sœur qui dit à
à sa petite sœur, il faut pas épouser le premier venu. Or, c'était ce que faisaient Cendrillon et Blanche-Neige. Oui, du coup, ça évolue. Oui. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Et le mec qui chiale en pleurant et qui chante dans la chanson parce qu'il se fait planter, c'est le garçon, c'est plus la fille. Oui. Donc là aussi, ça participe à c'est un éveil extrêmement important. Donc les choses évoluent dans cet art contemporain parce que c'est le reflet de notre société et c'est en ça que c'est un art majeur, quoi. C'est d'autant plus important que c'est la première vitrine au final. Le cinéma, il est tellement consommé, il est tellement là, il est tellement omniprésent pour beaucoup que forcément des parents vont emmener leurs enfants aller voir le dernier Disney ou quoi que ce soit. Donc du coup, c'est là où c'est d'autant plus important, quoi. Moi, je sais qu'avec, par exemple, Vice Versa de Pixar, avec ma fille de 6 ans, ben on arrive à comprendre les émotions quand elle est en colère. Ah bah oui, c'est comme le bonhomme rouge qui machin. Ben voilà, ça. On a un lien, on a un terrain de communication pour arriver à se comprendre, alors que c'est de la psychologie. Enfin, c'est des choses qui sont quand même très complexes, mais qu'ils ont réussi à aplanir et à vulgariser finalement pour tout le monde et même pour les adultes. C'est plus simple, et d'un coup on dit ah oui tiens, on se souvient du match de foot dans la tête du père, de machin. Voilà, c'est tout ça. C'est formidable. Ouais, et en plus avec une esthétique très parlante et enfin oui. Oui, puis les vrais sujets quand même aujourd'hui. Donc je trouve que dans l'art contemporain ils en parlent pas beaucoup. La laïcité qui est extrêmement importante. Enfin les sujets à la Charlie, qui en parlent. Ça reste toujours les artistes de BD, ça reste toujours aussi des gens qui sont dans l'animation, les faut jeux aussi vidéo, les jeux vidéo, parce que moi je regarde du coup ce que fait l'art contemporain, parce que justement je me dis tiens ils vont peut-être à un moment donné quand même prendre des positions qui sont importantes. Bah non. Voilà. Si, mais peut-être que tu ne réfléchis pas assez. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est une nouvelle réflexion. C'est une piste quand même qui est quand même assez. En tout cas, c'est triste. Mais en même temps, je trouve ça assez merveilleux qu'on puisse justement toujours découvrir dans la bande dessinée des valeurs qui sont aussi importantes. On peut aussi rire de beaucoup de choses. Il y a des choses. Moi je viens de terminer Monkey Business encore. C'est tellement irrévérencieux. Il y a aussi une liberté de ton qui est assez intéressante. Donc cette vraie liberté, elle se trouve encore dans l'art ludique. Mmh. Oui, avec Marjane Satrapi, avec qui raconte son expérience à la fois dans la BD et dans son film d'animation, Johan Sfar dans la BD et dans son film d'animation Le Chat du Rabbin. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui vraiment participent à l'échange, quoi, et qui pourraient décloisonner les choses, et c'est ça qui est fascinant. C'est pour ça qu'on est super content de se battre pour ça, quoi. C'est pas toujours facile parce qu'effectivement, il y a un hermétisme total en face parce qu'il y a beaucoup d'argent en face. Pour le coup, c'est pratiquement le seul dénominateur commun dans l'art contemporain. C'est cette plutocratie qui fait que cette valeur doit rester spéculative, etc. Et donc le débat n'existe pas en fait. Mais sinon, après, arriver à faire un courant artistique parallèle, je pense qu'on va réussir. Après, l'idée c'est, on s'exprime sur notre ressenti personnel. L'idée c'est pas d'aller attaquer, parce qu'un mouvement, je pense qu'il ne peut réussir que s'il s'exprime par lui-même et non pas en détruisant un autre. Mais en tout cas, pour le coup, j'espère qu'on va arriver avec ce lieu incroyable à Saint-Lazare, en plein cœur de Paris, le soutien de la SNCF. Ce sera le premier musée au monde dans une gare en activité. C'est aussi quelque chose. À l'international, ça va être, et puis le lieu va être bien plus grand que ce qu'on avait avant. On aura une collection permanente. Enfin, pour le coup, je pense que si on parvient, malgré cette crise qui effectivement nous remet un coup derrière, si on parvient, à surmonter, c'est vraiment une course d'obstacles. Et avec Diane, souvent, on se dit, c'est un peu Don Quichotte, quoi. Mais si on n'est pas Don Quichotte dans ce monde de fous furieux, on n'y arrive pas, quoi. On arrête tout de suite. Donc, espérons que par contre, on sera pas désarçonnés. Ouais, bien sûr. Comment ça se fait que la SNCF s'est intéressée aux arts ludiques? Non, parce que pour le coup, la SNCF, ils ont toujours été pour la culture, ils ont toujours soutenu les pianos dans les gares, enfin, ils ont toujours été conscients et leur mission était de pouvoir amener la culture au centre des villes. Et pour le coup, ils ont souvent fait des expos, et dès qu'ils ont su qu'on cherchait, ils connaissaient notre musée, ils étaient venus.
Et c'est vrai qu'on a eu un excellent rapport avec notamment le directeur des affaires culturelles, qui était passionné par ce qu'on faisait et qui nous a tout de suite dit, nous, ce serait génial qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Donc pour le coup, ils se sont immédiatement mis, et la présidente de Gare et Connexion actuellement, elle aussi, est sur le, voilà, enfin, là, il y a un vrai enthousiasme. Après, il y a des contraintes, c'est compliqué, c'est un bâtiment historique. Enfin, pour le coup, c'est la première gare de France, c'est 1837, hein, c'est pas rien. C'est impressionnant. Voilà, donc c'est quelque chose d'incroyable à faire bouger, mais si on y parvient, ce qui a l'air pas trop mal parti, ça va être, là pour le coup, institutionnellement, grâce à la SNCF, grâce au CNC, etc., on va avoir un vrai message qui est un hommage aux artistes et un message pour les jeunes, parce que pour le coup, on est dans un lieu qui parle directement aux jeunes. C'est génial. Et du coup, non. Tu voulais parler. Je m'exclame tout simplement, c'est génial, je trouve ça trop cool. C'est quoi, du coup, le futur des arts ludiques? Quand on aura ouvert le musée, vous voulez dire, ou... Oui. Enfin, qu'est-ce qu'il va y avoir? Parce que du coup, le musée s'est arrêté quand? Oui. À peu près. Alors, on a décidé de partir en 2018. Ouais. C'est vrai qu'on a continué nos activités au niveau de l'international. Donc, il y a l'exposition DC Comics, l'art des super-héros, et l'exposition Hardman, qui continue de tourner dans le monde entier. Encore maintenant? Encore maintenant. L'exposition DC Comics, elle est actuellement au Japon. Elle termine en juin une tournée d'1 an au Japon. L'exposition Hardman était en Hollande. Là, elle vient juste de se terminer pour repartir normalement en Italie. Donc vraiment, voilà. Puis ah oui, c'est ce que j'allais dire après. En France, parce que j'étais... Et il y a la France. Donc en France, on a eu la chance de présenter l'exposition d'abord sur la trilogie Dragon. Ouais. Et ensuite, on a présenté l'exposition 25 ans d'animation chez DreamWorks. Et on a terminé l'exposition encore, c'était quoi, fin août, qui se trouvait au château de Voltaire. Donc voilà, donc on n'a pas arrêté en tout cas nos activités et en attendant effectivement c'était de pouvoir s'installer, de pouvoir avoir la possibilité d'ouvrir ce musée à Saint-Lazare, et nous on est en plein travail de recherche, d'écriture, donc il va y avoir ça va être complètement différent puisqu'on va avoir un lieu beaucoup plus grand. Donc là voilà, on va avoir un vrai espace permanent évolutif. D'accord. Jean-Jacques vous racontera un petit peu l'histoire, et il va y avoir un espace temporaire, alors qu'avant il y avait juste l'espace temporaire. Donc là on va vraiment raconter toute l'histoire de l'art ludique, et surtout on va avoir un grand espace atelier, rencontre, où on va pouvoir vraiment échanger avec les élèves, les étudiants, avec les professionnels. On va vraiment pouvoir, on va pouvoir travailler sur toute cette démocratisation qu'on voulait, ces gratuités, pour proposer aux élèves un apprentissage sur ces thématiques qui sont extrêmement importantes pour nous. On va être vraiment dans l'éducation. Donc ça, c'est très important pour nous, et là, on a la possibilité de le mettre en place. Ce qui est important, c'est que pour ce faire, on a créé une association à but non lucratif. Ça, c'est aussi un paramètre important. L'idée, c'est pas qu'on gagne de l'argent en se versant des dividendes. C'est aussi le but de devenir quelque chose qui soit institutionnel. C'est que ce soit pas, parce que c'est vrai que c'est souvent considéré comme un business. Or, ça ne l'est pas, c'est un but non lucratif, ce qui permet aux institutions de nous soutenir, potentiellement, ce qui permet aussi à des artistes de s'impliquer, et aussi à tous les studios d'une certaine façon. Alors, ce qu'on a envie, c'est qu'ils puissent finalement préempter ce lieu, que ce soit chez eux, et que ce soit pas le business de quelqu'un, qu'ils puissent exposer, que ce soit à but non lucratif, mais que ce soit à but artistique, culturel, éducatif et pourvoyeur d'emploi. C'est pour ça qu'on a créé cette association, et pour le coup, je pense que c'est une bonne stratégie, parce que on espère bien que ça nous survive, même si on espère durer quand même. Mais je vous le souhaite. Mais c'est ce que nous disait Stanley quand on l'avait rencontré. On avait fait un interview, et puisque à l'époque il n'y avait pas d'expo de ces super-héros, et il disait c'est génial, j'espère que vous allez pouvoir le faire, dépêchez-vous que je sois encore vivant. Et on a eu la chance de pouvoir lui montrer l'expo. Génial. Il était encore vivant quand on l'a fait. Mais donc voilà, nous on espère durer aussi, mais pour le coup en créant une association à but non lucratif pérenne, dans lequel les studios vont pouvoir avoir un rôle consultatif, le CNC, enfin toutes ces institutions, la SNCF, etc. Je pense que ça va être une dynamique créative, et qui va être à l'image des industries artistiques et culturelles. De l'aide du ministère de la Culture ? Pas encore.
Voilà, c'est un appel. Oui, non, mais voilà, il faut qu'on. Après, là, en ce moment, les temps sont difficiles. On a un peu d'aide du CNC, ce qui est donc quand même le ministère de la Culture d'une certaine façon. Après, voilà, il faut qu'on remonte le courant, mais disons que voilà, c'est. Puis alors en plus, maintenant, il y a des élections, ça va être compliqué. C'est peut-être le moment. Mais c'est vrai qu'on est. Diane est quand même dans ce comité scientifique de l'éducation de l'Institut supérieur national de l'éducation culturelle et artistique. Or, il est chapeauté par 3 ministères, la culture, l'éducation et l'enseignement supérieur. Donc, on voit qu'on se rapproche et que on a l'oreille, quoi. Donc, je pense que après, ils ont effectivement été extrêmement sollicités à droite à gauche, mais on ne désespère pas de pouvoir y arriver. En tout cas, on est une association à but non lucratif, donc on est à même d'être soutenu par des gens comme ça. D'accord. Et du coup, alors ça va être quoi cette exposition, ces expositions permanentes? Diane nous a teasé. Mais... Oui, non. Alors c'est vrai que voilà, on a un lieu beaucoup plus grand, beaucoup plus central. On est au cœur de Paris. Pour le coup, ça c'est vraiment intéressant, même pour les étrangers. Quand on leur envoie un plan, ils voient l'Opéra à côté, les Champs-Élysées pas loin. Enfin, Galerie Lafayette, on est à côté. Après, voilà, ce qu'on a toujours voulu faire dans notre musée précédent et ce qu'on nous a jamais permis de faire, c'est de même s'il y avait des lieux disponibles, mais ça les passionnait pas. Ils étaient plus versés dans la mode. C'était vide quand même. C'était vide, mais bon. Oui, en plus. Oui, mais c'était de l'art. Mais bon, voilà. Vous n'avez pas compris. Mais c'est d'avoir effectivement quelque chose de permanent, évolutif. C'est-à-dire qu'on aura de grandes expos temporaires telles qu'on a fait jusqu'à présent sur les grands studios, les grands artistes, les grands thèmes. Donc voilà, qui se renouvelleront tous les 8-10 mois peut-être, quelque chose qu'on va travailler pendant 2-3 ans en création. Et puis on aura cette galerie permanente évolutive. Le musée est très grand, donc cette salle elle fait plus de 100 mètres de long, elle est très spectaculaire. Et en fait ça va raconter l'histoire de l'art comme on l'a un peu évoqué tout à l'heure. À partir grosso modo du 19e, on aura un film d'introduction qui va montrer justement les hommes des cavernes, les hiéroglyphes, voilà, connecter un large public, parce que c'est vrai que c'est génial. Voilà, quand on voit le thaumatrope Azéma qui tourne, on se rend compte que l'art ludique, il existe depuis 15 000 ans, quoi. Donc, et on ne peut pas donc le nier ou l'appeler pop culture ou je sais pas quoi, parce que là, pour le coup, ce serait un contresens. Après, on aura les expositions qui vont débuter du 19e, on parlait des gravures, donc ça va être Doré, qu'on retrouve évidemment dans le jeu vidéo, qu'on retrouve partout, Doré, Daumier, Winsor McKay aux États-Unis, qui est à la fois sur Little Nemo et bien sûr Gertie le dinosaure, Abby Frost qui avait travaillé avec Lewis Carroll et qui est un des pères fondateurs des comics américains, Okusai Hiroshige. Donc on aura une petite salle d'introduction thématisé, donc ça va être une petite ruelle manga, ça va être quelque chose d'univers, et puis on va après montrer à quel point ces gens-là, ces caricaturistes ont influencé les premières bandes dessinées, puisque ce fil de l'histoire de l'art est évident finalement et peu discutable. Puis après avec la technologie, on va voir que la technologie permet aux artistes de donner vie à leur création, donc là on arrive sur Tezuka, Grimaud, Disney, et c'est intéressant parce que pour le coup on a 3 grands pôles, les Français ou franco-belges, les Japonais et les Américains. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on les a au 19e, qu'on les a dans l'animation, Tezuka, Grimaud, Disney, mais Pixar, Miyazaki, Jérémy Clapin, et aujourd'hui dans le jeu vidéo, c'est la même chose. Les Japonais sont super forts, nous on est sur le podium et on se le partage avec les Américains. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir que cette culture, elle se transmet, c'est un héritage culturel indiscutable. Donc on aura cette histoire de l'art, elle sera permanente parce que ce fil de l'histoire de l'art sera raconté, mais évolutive parce qu'on la renouvellera en permanence. C'est-à-dire que à la fois dans des gravures, avec des grands collectionneurs, mais surtout évidemment avec des bandes dessinées, de l'animation ou du jeu vidéo, ben on ira voir les studios qui proposent des nouvelles choses particulièrement pertinentes, et on remplacera donc les salles avec des nouveautés sur l'animation, sur le jeu vidéo, ce qui fait que l'histoire narrative sera la même sur l'histoire de l'art, mais à chaque fois sera permanent, et les gens qui reviendront voir l'expo permanente l'année suivante découvriront d'autres choses. D'autres, ouais, d'accord. C'est génial, c'est cool. D'accord, le même fil, mais absolument, pas les mêmes images. Quoi, voilà, ce qui est proprement le reflet de l'art ludique, puisque c'est
un art vivant, c'est un art dans lequel justement on aura les interviews des créateurs, leurs inspirations, comment ils ont bossé quand ils étaient jeunes. Enfin, c'est ça qui est intéressant. C'est aussi d'être susciteur de vocation, de donner envie, de montrer aux parents de jeunes femmes que la parité a vraiment un sens. Enfin, il y a tellement de messages. On parlait de la différence, de la diversité. Enfin, c'est en ça que cet art, il est incroyable. Mmh. Oui, puis on va aussi en profiter comme ce qu'on faisait à la galerie, puisqu'on a davantage d'espace, d'inviter énormément d'artistes à présenter voilà leur nouvelle BD, à venir faire des dédicaces, à venir faire des rencontres. Ils en ont envie. Donc maintenant, on a un espace dédié complètement pour ça. Donc ils sont super contents. Ouais. On a hâte, on a vraiment hâte d'avoir un vrai lieu pour un vrai lieu les arts ludiques, un lieu qui vit tous les jours, un lieu où il se passe toujours quelque chose, un lieu où on peut juste aller gratuitement dans la librairie, dans la boutique, et puis se dire tiens, il va y avoir une dédicace demain soir, je reviens. Voilà, c'est vraiment un lieu qui va énormément vivre, énormément bouger, qui va être dynamique. Donc ça va être super. D'accord. Et alors il faut combien de personnes, parce que vous n'êtes pas que deux, vous êtes là, mais vous faites vivre tout ça. Aujourd'hui on est plutôt deux. Vous êtes que deux. D'accord. On a des collaborateurs qui travaillent sur les tournées, mais sur l'association on est deux. L'idée c'est de limiter les dépenses, de travailler et puis de dépenser qu'avec parcimonie, ce qui est le rôle d'une association. Après c'est vrai que on a de grandes connexions avec un peu tout le monde, avec tous les experts dans chaque secteur. Ce qui est intéressant et ce qui est assez amusant, c'est que Diane et moi, on a cette transversalité sur cette histoire de là qui est peu commune finalement. Encore une fois, on a été le premier musée au monde, mais d'une certaine façon, sur ce propos, on est aussi précurseur, quoi. Il y a des experts de comics, il y a des experts de manga, mais faut pas leur demander d'aller parler de, enfin, sans mépris, mais c'est vrai que cette transversalité, elle existe peu. Donc, on s'est entouré de gens qui sont, voilà, des amis, des passionnés. On parlait de Christophe Serrand qui va nous donner il est très, très fort sur l'art de l'animation. Et c'est des gens avec qui, voilà, on a qu'une hâte, c'est de pouvoir travailler. Donc, on va avoir une multitude d'experts qui vont nous aider à avancer. Sachant qu'on connaît bien notre propos, qu'on en a une grande habitude, mais c'est surtout avec des grands connaisseurs et des grands passionnés et des grands artistes qu'on va pouvoir faire ça, puisque c'est vrai que toutes nos expos, c'est ça qui est aussi une des grandes forces de nos expos, c'est que la sélection d'œuvres, elle se fait avec les artistes, quoi. Donc c'est eux qui nous disent ça c'est intéressant, quand j'ai fait ça c'était comme ça, quand j'ai fait ça, et c'est ce qui est génial. Quand on était chez Hardman, c'était Peter Lord qui regardait avec nous, et quand on lui expliquait voilà, on voudrait faire ça, enfin, et c'était génial parce qu'on en discutait, et quand je lui ai dit, tiens, ce qui serait bien, c'est qu'on mette des caméras sur un des décors, et dire, ouais, mais on peut mettre une vraie caméra, et puis, à ce moment-là, on peut même mettre un écran, enfin, on travaillait ensemble et ça rendait, c'était génial. Je me souviens qu'on avait à la fois thématisé le concept avec, c'était l'art qui prend forme, donc, le dessin donne sa forme, donne vie, donne sa vie. Enfin, c'était sur le dessin, sur la sculpture, et en même temps, on avait fait des salles avec les machines, la nature, etc., qui étaient représentatives de Hardman. Et je me souviens que Peter Lord avait dit la nature. Pourquoi la nature? Et c'était marrant parce que ils ont fait voilà, c'est gros mythes, ils ont fait Chicken Run, ils ont fait Sean le mouton, ils ont fait que des animaux, ils sont à Bristol, en plein dans la verdure, et en fait, du coup, ils avaient même pas le recul de voir à quel point ils sont proches de la nature, et c'était marrant, ils s'étaient marrés, ils disaient, ah oui, c'est vrai, c'est en ça que c'est génial de bosser avec les artistes, parce que du coup, ils se prêtent au jeu, et parfois, ça leur donne un autre regard. Je me souviens qu'avec Dean DeBlanc, on lui a dit, mais finalement, sur les dragons, il y a d'une certaine façon, ça apprend aussi aux enfants le rapport avec l'animal, quoi. Et c'était pas son propos premier, mais elle dit c'est vrai que c'est intéressant son rapport avec un animal blessé, lui-même est handicapé. Enfin, il y a tellement de propos qui sont passionnants que c'est. Ça me rappelle Peter Lord qui avait passé tout le dimanche l'ouverture du musée. Pardon, c'est une anecdote sympa. C'est pas en fait, il était tellement content que pendant, il était resté 2-3 jours à Paris, et puis en fait, il avait décidé de passer toute sa journée du dimanche dans le musée. Et alors c'était super parce qu'il faisait tout le tour du musée et il parlait aux gens. les gens au bout d'une ou 2 minutes lui disaient mais vous êtes je suis Peter Lord. Il faisait des photos en disant mais c'est incroyable, mon guide pour l'Expo Hardman c'est Peter Lord. Et c'était voilà, mais c'est vraiment enfin voilà, c'est une anecdote qui transmet en fait leur passion. C'est ça qui est intéressant. Ce sont vraiment des gens qui ont toujours envie d'échanger et qui sont restés voilà proches de ceux qui respectent et qui aiment
leur univers et ils le font. Et en échange, en fait, c'est pas qu'ils donnent du temps, c'est qu'ils n'ont qu'une envie, c'est d'échanger, de transmettre, partager de la rencontrer, de passion, partager. Fou, et ils sont vraiment comme ça parce que Ouais. personne leur a demandé. Et on n'était pas au courant. D'ailleurs, nous, on est arrivés, je me souviens en disant, Peter est là, on arrive. Et voilà, c'est ça qui est aussi toujours enrichissant et c'est ça qui fait tenir aussi, malgré c'est toujours difficile d'aboutir en tout cas pour créer en tout cas notre projet. C'est vrai, mais ce qui fait tenir, c'est ça. C'est quand vous entendez des enfants qui vous parlent des dessins, des layouts de Miyazaki, et qui ont envie de travailler grâce à telle et telle exposition dans cet univers-là. C'est Peter Lord qui va vous envoyer un message et vous dire que il a toute sa vie gardé son ticket d'entrée du musée Art Ludique sur son bureau et que pour lui ça a été magique. Et en fait, c'est ça qui tous les jours en fait vous dit on continue parce que c'est ça qui vous fait avancer. C'est impressionnant. Non, mais c'est vrai que Super Peter Lord cool. et Dave Sproxton, les deux fondateurs de Hardman, ils ont commencé, ils avaient 14 ans, quoi. Et c'est ça qui est génial de raconter leur histoire. Donc, ils ont fait le clip de Sledgehammer. Enfin, ils ont fait tout ce que vous connaissez. Creatures Comfort, qui est quand même aussi très ce drôle, film extraordinaire, à la fois drôle mais touchant, puisque ce sont des animaux qui parlent dans un zoo et les vraies voix, c'est des humains. Donc, ce parallèle entre les humains qui sont un peu malheureux. Il y a un jaguar dans sa cage qui est à l'étroit, etc. Et en fait, c'est un étudiant brésilien qui était dans un petit hôtel à Londres et qui disait je connais personne, etc. Et c'est génial cette analogie. C'est des créateurs extraordinaires et je pense que montrer qu'ils ont commencé à 14 ans et là ils arrivaient, il y avait 45 ans de leur travail, quoi. Donc pour eux, c'était quelque chose de magique. D'ailleurs, ils sont venus à l'été, puisque l'expo durait, ils ont amené tout le studio. Ils sont venus à 400. Wow. Et on a fait Génial. une journée pour eux. Ils étaient tellement contents. C'est là, pour le coup. C'est une consécration. En tout cas, c'est des moments magiques. C'est des moments, eux, ils étaient super contents parce qu'il y avait plein de choses qu'ils avaient oubliées. On avait travaillé avec aussi tout leur staff, tous leurs collaborateurs, avec Nick Park évidemment. Et donc c'était quelque chose de magique. C'est vrai que ça a été toujours comme ça parce que ce sont des gens qui vont vers le partage, vers la transmission et c'est ça qu'on a envie de faire dans le musée. Quand Diane parle des rencontres et tout, ces gens-là adorent ça, quoi. Moebius c'était évidemment comme ça. Je pense que ça va être un projet fantastique. Et alors, sans rentrer dans les considérations financières ou quoi, les artistes prêtent les œuvres. Alors pour le coup, là, quand on était une association à but non lucratif, oui, bien sûr, voire, j'espère, parfois les donne. Non, mais ça, c'est pas pour nous. Pour le coup, c'est pour une institution qu'on veut pérenne. Et pour le coup, oui, il y a déjà des gens le qui côté permanent, tout ça. tout à fait. Donc, pas mal d'artistes nous ont dit, encore une fois, nous, on va être en charge de construire ce lieu. Après, il nous appartient pas, quoi. Même si on le pilote pendant quelques années. Mais même les collectionneurs. Oui, tout à fait. Prêter les œuvres. Les collectionneurs prêtent. Oui, tout à fait. C'est génial. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont envie aussi, qui ont compris la démarche artistique, l'importance. Et c'est vrai, de pouvoir présenter au grand public toutes ces collections. Donc c'est vrai nous, on a toujours eu la chance de pouvoir avoir, en tout cas, des œuvres prêtées gratuitement, des artistes qui ont envie de nous fournir, toutes leurs archives. Ça c'est vraiment particulièrement dans le prochain musée, encore plus avec l'association. Parce que c'est plus facile. Même c'est plus facile pour plein de gens de même nous donner à un moment donné certaines collections. D'accord. Ah oui, carrément. Que ce sera bien utilisé parce que il y a des pour vous pouvez comme ceux qui ont donné déjà à d'autres types de musées ou quand vous êtes une association à but non lucratif, ça permet aussi Oui, non, parce qu'il y a des expos qui sont monétisées et donc il y a des ayants droit, il y a des choses comme ça qui existent. Mais en tout cas, dans ce propos muséal et l'association à but non lucratif, l'idée, c'est effectivement que ce soit pas destiné à faire du business, mais que ce soit vraiment quelque chose de artistique, culturel, éducatif et pourvoyeur d'emploi. Donc, je pense que là, pour le coup, c'est vrai qu'on a un bon contact avec tous les studios et que, notamment pour la collection permanente évolutive, ils vont soit nous prêter, soit nous donner des œuvres. C'est très cool. Merci beaucoup. C'est très beau. Super, alors, franchement. On est en novembre 2021. Oui. Ça ouvre quand? Parce que moi, j'y vais demain, là, dans l'heure. Ouais, moi aussi,
Alors, si vous pouvez me dire quand la crise s'arrête, je vous dis quand le musée démarre. Ça vous a beaucoup touché la crise oui, du la crise Covid, nous a touché, bien sûr, mais on parlait de trois grands territoires culturels et artistiques, le Japon, la France, etc. Le Japon, je pense qu'ils vont rouvrir leurs frontières à l'été prochain, quoi, pas avant. Ah oui. Donc, quand on a déjà une expo qui est pas un tiers, mais quand même, il y a beaucoup de paramètres qui sont compliqués. Les studios américains sont pas rouverts, DreamWorks, tout ça sont pas rouverts. Enfin, pour le coup, à la fois en France, c'est compliqué parce que, comme vous le savez, là, on sait tous que même dans les travaux, dans la construction, c'est compliqué. Rien n'est simple. Les matériaux, etc., etc. Mais en plus, vu que c'est un musée international, on a effectivement, ça nous a ralenti pour le coup. Ça nous arrête pas, évidemment. Et quand je plaisante en disant que je sais pas trop, mais on peut pas imaginer quelque chose avant au moins fin 2022. D'accord. Parce que voilà, c'est réaliste. Si cet été seulement les Japonais rouvrent, et encore une fois, on est bien placé pour ça, puisqu'on a une expo qui tourne au Japon en ce moment, et donc on peut même pas y aller. Donc on fait tout en visioconférence. C'est très compliqué de faire décalage horaire, une expo de 1200 mètres carrés qui bouge dans 3 villes de suite, dont Tokyo. Et dans le Tokyo City View, 51e étage, le plus grand building. Et par contre, si on veut effectivement faire venir plein de choses pour nos expos, il va falloir qu'on attende un peu. D'accord. Donc fin 2022. Au mieux. Au mieux, oui. Hein. Au mieux, mais de toute façon, c'est vrai que le temps que les frontières rouvrent, d'aller voir les gens, que les studios, que les artistes réintègrent aussi les studios aux États-Unis. Les studios, ils ont pas rouvert. Les archives n'ont pas rouvert. Donc oui, la crise sanitaire a bloqué quand même pas mal de choses. Donc après, nous, ça nous permet quand même aussi d'avancer sur notre recherche de mécénat. Ça nous permet de continuer à communiquer sur l'importance de ce musée au sein des institutions. Donc on perd pas de temps en fait. On continue avec notre bâton de pèlerin tous les jours à échanger, à envoyer des mails et à avancer. Parce que c'est vrai que c'est sur les mécènes, c'est les mécènes qui financent effectivement l'exposition et l'installation du musée. Et donc c'est vrai que du coup on y consacre toutes nos journées. À la fois effectivement dans la communication auprès des institutions, des mécènes, des artistes, mais pour faire visiter le lieu, on a il y a pendant 8-10 mois, on n'a pas pu le faire. D'accord. Bon on va prendre notre mal en patience. Je crois qu'on a plus que ça à faire, mon pauvre Bibi. Après comptez sur nous, on sera là dès la première. Hein. Franchement, ça a l'air vraiment génial. On sera ravis de vous accueillir. Super. Non, ça donne vraiment envie et c'est très touchant. Toutes les histoires là, c'est vraiment cool. C'est fou quoi. C'est vraiment un très beau musée. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc on attend avec plaisir tout ça et puis on de toute façon on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. Voilà, on reste en contact avec Jean-Jacques et Diane. Et puis dès que le musée réouvre, c'est parti. Tous les patriotes, tous les on y va tous ensemble. Tous les bipèdes, go au musée des arts ludiques. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup encore Jean-Jacques et Diane. Merci à vous. C'était un bonheur de vous avoir et de vous écouter et puis de sentir votre passion et puis on est derrière vous. Vous inquiétez pas. Merci beaucoup. On vous suit. Non, c'est vraiment cool. Merci encore pour tout. Voilà. Merci à vous les bipèdes. Merci Bibi. Merci à toi. Et puis on se retrouve à la prochaine émission. N'oubliez pas les petites notes, les petites étoiles, les licornes, les machins, les trucs, les réseaux sociaux, les bidules. Vous savez, je vous fais pas l'article. Et puis on se retrouve pour une prochaine émission. Gros bisous les bipèdes. Bisous Bibi.